Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Pierre. Nous allons animer tous les deux avec Maître Tarade, donc notaire à Paris, et moi-même, donc Maître Nouveau, notaire à Ambilly. Donc la dernière conférence de la journée, dont le thème est s'expatrier en famille. Lors de cette conférence, nous allons aborder les régimes matrimoniaux, puis la séparation du couple, essentiellement le divorce, et après la dernière phase de la vie d'un couple, le décès, les successions. Moi, je vais commencer par les régimes matrimoniaux. Il y a plusieurs principes. La question première à se poser quand on s'expatrie, effectivement, on doit se poser un certain nombre de questions. Et la vie d'un individu est régie par plusieurs phases qui sont la vie à deux, si je puis dire, mariage et pax, la transmission, donation partage, et la dissolution de ce mariage en fait, soit par divorce ou soit par décès. La première des phases, je dirais, de la vie d'un couple, c'est le mariage. Le mariage, en fait, il y a un principe, selon le droit français, en fait, on a un régime légal qui est le régime actuellement en vigueur de la communauté réduite aux acquets. C'est un régime qui s'applique à tous les couples qui se marient sans contrat de mariage. Un couple qui souhaite se marier a deux possibilités. Soit, je dirais, il prend le menu imposé du Code civil, qui est le régime de la communauté, réduite aux acquets, ou soit il se dit non, je ne veux pas de ce menu imposé par le Code civil, et à ce moment-là, je vais travailler à la carte, un peu comme au restaurant, et je vais choisir un contrat de mariage. Le régime matrimonial français, qui est le régime de la communauté réduite aux acquets, va régir en fait vos rapports patrimoniaux pendant tout le cours de votre mariage. Et effectivement, quand on s'expatrie, c'est vrai qu'il faut se poser la question de l'efficacité de ce régime matrimonial en fait à l'étranger, savoir si effectivement ce régime va continuer à s'appliquer et dans quelles conditions. Et effectivement, il peut y avoir diverses phases lors de l'application de ce régime matrimonial. Classiquement, on distingue en fonction de la date du mariage trois phases. On a une première phase qu'on appelle la phase en fait de droit commun, qui s'adresse à tous les époux en fait qui sont mariés avant le 1er septembre 1992. Et ces époux, en fait, à partir du moment où effectivement ils n'ont pas fait de contrat de mariage, ils restent soumis au régime légal de la loi applicable française. C'est vrai que lorsque ces époux en fait s'expatrient à l'étranger, il faut déterminer leur régime applicable. Et cette détermination en fait se fait selon le droit commun et elle est d'origine jurisprudentielle. La détermination de la loi applicable se fait par la règle de l'autonomie de la volonté. Pour l'appréciation de la volonté des époux, c'est le lieu dans lequel les époux fixent leur premier domicile conjugal après le mariage, qui est la règle. Et effectivement, ce régime ensuite ne bouge pas. Ça, c'est la règle en fait pour tous les époux qui sont mariés avant le 1er septembre 1992. Première série de règles. Ensuite, on a une deuxième série de règles qui sont les règles en fait pour les époux qui sont mariés après le 1er septembre 1992 et avant le 28 janvier 2019, ce qu'on appelle en fait c'est l'application en fait pendant cette période en fait de la convention de La Haye. Et là les règles sont différentes toujours évidemment pour les époux qui n'ont pas fait de contrat de mariage. Et là on a des critères en fait hiérarchisés pour déterminer en fait la loi applicable qui est d'abord la première résidence commune après le mariage. Après, on peut avoir aussi des critères de nationalité commune si certaines conditions relatives à l'État concerné sont remplies. Et ensuite, les liens les plus étroits. La particularité des époux qui sont mariés sans contrat de mariage entre le 1er septembre 1992 et le 28 octobre 2019, c'est que lorsque ces couples en fait s'expatrient,
il y a une mutabilité en fait automatique donc de leur régime matrimonial donc au bout de 10 ans. Donc ce qui évidemment pose un problème lorsque l'on constitue un patrimoine, puisque les règles selon en fait les pays donc que l'on a fait donc pendant cette expatriation, et donc lorsqu'effectivement on change de pays et qu'on effectue donc des acquisitions, on peut se voir de multiples régimes matrimoniaux appliqués en fait donc aux biens qu'on a acquis pendant tous ces déplacements, je dirais, mondiaux. Donc, et d'où la difficulté, en cas de divorce ou en cas donc de décès, effectivement, de déterminer le régime matrimonial en fait applicable donc à chaque bien. Donc, d'où l'importance en fait donc du contrat de mariage qui vient en fait donc figer donc cette situation de départ lorsqu'effectivement on est marié donc entre le 1er septembre 92 et avant donc le 28 janvier 2019, et le contrat de mariage évite cette mutabilité donc automatique. Et ensuite donc on a la troisième phase, si je puis dire, donc phase pour laquelle on n'a pas énormément de recul, puisque ça concerne en fait donc le règlement régime matrimonial, donc qui est rentré donc en application donc le 29 janvier 2019. Et donc effectivement toujours donc pour des époux qui n'ont pas choisi qui n'ont pas fait de contrat de mariage, ou qui n'ont pas fait donc de choix de loi donc tout simplement. Donc les critères hiérarchisés de détermination de la loi applicable donc sont la première résidence commune après donc le mariage, nationalité commune des époux au moment donc du mariage, ou donc les liens les plus étroits avec le pays donc dans lequel en fait on s'est marié. Donc la règle donc du changement automatique là dans ce cas-là disparaît. Donc on n'a plus cette règle de mutabilité en fait automatique que l'on avait pour je dirais la période des époux pour les couples qui se sont mariés donc entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier donc 2019. Voilà, donc en fait c'est les règles en fait générales qui sont applicables donc en fait donc au régime donc matrimonial. Donc, d'où l'importance effectivement de faire un contrat de mariage. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important quand on part en fait donc à l'expatriation. Un réflexe donc à avoir, c'est d'aller voir son conseil, que ce soit son notaire, son gestionnaire de patrimoine ou son avocat, donc pour effectivement clarifier en fait donc cette situation. Donc là en l'occurrence c'est plutôt du droit civil, donc ce sera plutôt voilà un notaire auquel vous devrez donc vous adresser pour effectivement figer en fait donc les règles en fait donc de votre régime matrimonial si vous n'avez pas fait donc de contrat de mariage. Et si effectivement un contrat de mariage a été fait, alors ce contrat de mariage en fait donc sera appliqué. Ensuite, effectivement, quand on fait un contrat de mariage, il faut aussi savoir que en France, donc, on a plusieurs types donc de contrats de mariage. Ce contrat de mariage, en fonction du pays d'accueil dans lequel le couple va s'établir, ce contrat de mariage, il peut des fois être reconnu ou pas. Donc ça, il faudra aussi effectivement anticiper, puisque il y a en fait donc des pays qui ne connaissent pas forcément donc le contrat de mariage, et puis il y a aussi des pays qui mettent dans leur contrat de mariage des choses différentes de ce que nous en fait on y met. Ou alors on peut avoir aussi une définition du régime choisi qui ne soit pas tout à fait la même. Exemple, en France, donc on a le contrat de mariage de la séparation de biens pur et simple. Ça s'appelle séparation de biens. On y met un certain nombre de choses, mais dans d'autres pays, en fait, on peut très bien avoir un contrat de mariage qui s'appelle aussi séparation de biens, mais on n'y mettra peut-être pas forcément donc les mêmes éléments. Donc voilà, le réflexe à avoir, effectivement, c'est, voilà, ai-je un contrat de mariage, donc oui ou non. Deuxième réflexe ou premier réflexe, ça dépend dans quel ordre on le prend, savoir d'abord, voilà, je suis mariée à telle période, qu'est-ce qui s'applique en fait donc à mon couple en termes donc de relations patrimoniales. Soit effectivement je n'ai pas de contrat de mariage, ou soit donc j'ai un contrat donc de mariage.
Donc, on a aussi la possibilité, donc, lorsqu'on s'expatrie, de se dire, finalement, j'ai un régime matrimonial, en fait, que j'ai depuis le début, mais ce régime matrimonial, en fait, ne me convient pas. Donc, j'ai tout à fait la possibilité, en fait, donc, de changer, donc, de régime matrimonial. Donc, tout ça sera à voir avec votre conseil, donc, avant l'expatriation, puisque la règle, quand on s'expatrie, c'est l'anticipation. On doit avoir tous ces problèmes, toutes ces questions, en fait, tout ce bilan patrimonial, si je puis dire, donc, avant donc, de s'expatrier. Pour la bonne et simple raison que, par exemple, si vous avez un contrat de mariage donc de droit français, si vous voulez effectivement partir donc à l'expatriation, pardon, il faudra faire traduire vos documents. Donc la traduction d'un contrat de mariage, elle doit être faite au moment de votre départ, c'est-à-dire donc là en l'occurrence donc en France, donc prendre un traducteur, donc tout ça a un coût. Et puis, ce contrat traduit à ce moment-là, en fonction donc du pays d'accueil dans lequel vous arriverez, pourra être produit et produira donc ses effets si effectivement le pays en fait connaît, donc le pays d'accueil connaît en fait le contrat de mariage, le connaît dans son propre droit. Et à l'inverse, en fait, on peut avoir aussi des contrats de mariage, notamment, je pense, aux Américains, où on a des choses typiquement bien particulières, où on vient régler en fait le règlement de droit indisponible, parce que nous on ne connaît pas en fait dans notre droit interne français. Donc ces dispositions là qui ont été prises dans ces contrats de mariage en fait donc étrangers ne produiront pas en fait donc d'effet en France. Donc voilà pour globalement ce qu'on peut dire sur les régimes matrimoniaux et les contrats de mariage. Donc en synthèse, le réflexe effectivement. Donc je suis mariée, à quelle période suis-je mariée? Je suis mariée sans contrat de mariage ou je suis mariée avec un contrat de mariage. Et donc effectivement, ça vous aidera largement à anticiper donc votre expatriation. Puis après, donc cette vie du couple, elle peut évoluer. Et elle peut évoluer donc notamment par une séparation. Et là, je laisse la parole à Maître Tarade. Voilà, désolé de ruiner ton édifice avec la fin du mariage que tu as mis tant de soins à organiser. Pour parler de la séparation. Et donc, si on se sépare, si on divorce, la première question qu'on va se poser, c'est de savoir quelle juridiction saisir. Devant quel juge je vais devoir me présenter pour divorcer. Alors, il se trouve que à l'international, il peut y avoir plusieurs solutions, plusieurs juges susceptibles de vouloir, d'accepter de s'occuper de mon cas. Alors j'ai donc un conflit entre ces juridictions, et ce conflit de juridiction, c'est comme ça qu'on parle les juristes, il est tranché par des règles de conflit de juridiction. Et on en a deux. Exactement, on a deux ensembles de règles. On a tout d'abord, au sein de l'Union européenne, du droit de l'Union européenne, le règlement européen Bruxelles 2 bis, et puis on a, en dehors de l'Union européenne, l'article 1070 du Code de procédure civile français, c'est la règle française de conflit, de réduction des conflits de juridiction. Alors, Bruxelles 2 bis, c'est un règlement qui s'applique depuis le 1er mars 2005, et c'est un règlement qui s'applique aux époux, soit qui ont la nationalité d'un État membre, soit qui ont leur résidence habituelle dans un État membre. Ou l'un des deux d'ailleurs, il suffit que l'un des deux époux ait la nationalité ou la résidence habituelle. Et ce règlement va porter sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions de divorce en matière matrimoniale et sur les questions de responsabilité parentale. J'allais dire seulement, parce qu'il y a plein d'autres questions, évidemment, qui sont traitées dans le divorce. Mais je vais me concentrer sur ces questions-là, parce que vous allez voir, c'est déjà assez compliqué. En fait, on a le choix. Et on a le choix entre plusieurs tribunaux possibles. Il y a deux critères de rattachement. Il y a un critère qui est lié à la résidence habituelle, et il y a un critère qui est lié à la nationalité. Alors pour la résidence habituelle, c'est vraiment l'embarras du choix, mais on sent que le règlement européen, il a une idée en tête, c'est d'éviter que celui qui a l'initiative du divorce amène trop facilement le divorce sur son terrain. Alors, les critères par rapport à la résidence habituelle, c'est tout d'abord la résidence habituelle des époux actuels. Ils vivent encore ensemble ou dans le même pays. Les juridictions de ce pays peuvent être compétentes. Mais on peut aussi choisir la résidence habituelle précédente des époux si l'un des deux époux y est encore. Ou alors,
on peut choisir la résidence habituelle, actuelle, du défendeur, celui qui n'a pas l'initiative, la victime, entre guillemets, du divorce. On peut aller voir son juge à lui. Ou alors, si les deux époux font la demande ensemble, ils peuvent choisir la résidence habituelle de l'un des époux. Ou enfin, on peut quand même aller voir le juge de la résidence du demandeur, celui qui a l'initiative. Mais alors là, on pose des conditions, parce que l'idée, c'est qu'il ne suffit pas de déménager pour choisir son juge. Donc il faut que ce soit la résidence habituelle du demandeur depuis au moins 1 an, ou alors depuis au moins 6 mois, s'il se trouve que le pays en question est aussi le pays dont le demandeur a la nationalité. Vous voyez que ça commence déjà à être un peu compliqué, mais je n'ai pas fini. J'ai pas fini parce qu'il y a aussi les critères en fonction de la nationalité. On peut saisir la juridiction de la nationalité commune des deux époux. Et puis j'ai pas encore fini, parce que là je vous ai parlé du règlement européen, mais pour toutes les situations qui sont en dehors du champ d'application du règlement européen, on a l'article 1070 du Code de procédure civile, qui lui aussi prévoit plusieurs hypothèses, sauf qu'elles sont hiérarchisées, c'est à défaut. Alors c'est tout d'abord le tribunal de la résidence de la famille. À défaut, c'est le tribunal du lieu où réside celui des époux qui a la charge des enfants. Ou alors, c'est le lieu où habite le défendeur, encore une fois, celui qui n'a pas l'initiative du divorce. Et puis, il y a une règle balai, les juridictions françaises sont toujours compétentes pour se prononcer sur le divorce des Français. Alors ça va être la juridiction, ça va être le tribunal de la résidence en France du couple, ou alors ça va être le tribunal de l'ancienne résidence en France, s'il n'y en a plus, ou encore, si vraiment on n'a ni d'actuelle ni d'ancienne, ça va être le tribunal judiciaire de Paris qui va être compétent par défaut pour tous les Français expatriés. Alors ça fait quand même tout ça beaucoup de juges possibles pour s'occuper de vous. Alors il y a quand même une limite à l'exercice, mais c'est que le règlement européen prévoit une règle, comme on dit, de litispendance, c'est-à-dire que le premier qui a saisi un tribunal, eh bien, si l'autre saisit un autre tribunal, le second tribunal à être saisi va devoir attendre que le premier ait pris position. Alors d'où le texte qui apparaît, là, le mot de stratégie. Parce que, évidemment, du coup, il y a une possibilité de stratégie. Celui qui choisit le tribunal, il a un avantage. Il a un avantage parce que n'importe quel tribunal ne va pas forcément appliquer la même loi. Et donc, si je calcule un petit peu, je peux avoir intérêt à choisir tel tribunal plutôt que tel autre, parce qu'il va appliquer telle loi plutôt que telle autre. Et dans mon cas, ce sera peut-être plus avantageux pour moi de saisir donc tel tribunal qui appliquera telle loi, plutôt que tel autre tribunal qui appliquera telle autre loi. Alors, quelle loi on va appliquer? C'est encore un règlement européen qui le dit, en tout cas pour la France, c'est le règlement Rome III qui, depuis le 21 juin 2012, désigne la loi qui est applicable au divorce. Alors, à nouveau, différents critères, hiérarchisés. C'est tout d'abord la résidence habituelle des époux. Alors, chaque fois, c'est le critère, c'est au moment où le tribunal est saisi, parce que parfois, les divorces, on sait, ça peut durer longtemps. Donc, le critère, c'est au moment où on saisit le tribunal. Donc, ça peut d'abord être la résidence habituelle des époux. À défaut, ça va être l'ancienne résidence habituelle, à condition que ça ne soit pas l'ancienne résidence habituelle depuis plus d'1 an, et si l'un des époux vit encore dans l'état où se trouve cette résidence habituelle. Des critères un petit peu compliqués. Et puis, on a un troisième critère possible. À défaut, ça va être la loi nationale commune des époux. Et puis, à défaut, sinon pas de nationalité commune, ça va être la loi du tribunal qui a été saisie. Donc on se rend compte que finalement ce sera peut-être souvent, parce que les critères précédents ils sont un peu compliqués, ça va être souvent la loi nationale du tribunal, la loi du fort, comme on dit en juriste, et donc ça, voilà, d'où l'intérêt peut-être de calculer quel tribunal je vais choisir pour savoir quelle loi il va appliquer. Alors puisque sur votre slide le mot stratégie est au pluriel, c'est parce qu'on peut peut-être aussi penser à la stratégie pour éviter la stratégie. C'est-à-dire anticiper les choses. Par rapport à cette multitude de juridictions possibles et de lois possibles, il faut savoir que l'on peut, le règlement européen Rome III permet aux époux de choisir à l'avance quelle loi va s'appliquer à leur divorce. Alors quand je dis à l'avance, ça peut être au moment du contrat de mariage ou, s'ils ne sont pas encore complètement fâchés à ce moment-là, avant
de divorcer. Alors, ils n'ont pas n'importe quel choix. Ils ont le choix entre plusieurs solutions. Ils peuvent choisir tout d'abord la résidence habituelle commune, au moment où ils choisissent. Ou alors, ils peuvent choisir la dernière résidence habituelle, à condition qu'un des époux y soit toujours. C'est toujours un peu les mêmes critères quand même, hein, qu'on croise. Ou alors, la loi de la nationalité de l'un des époux, ou alors, et ça c'est quand on choisit au dernier moment, parce que la loi du tribunal. Donc évidemment, ce n'est pas dans le contrat de mariage, quand on s'est marié et qu'on va choisir la loi du tribunal qui va nous divorcer dans 25 ans, c'est plutôt quand on fait ça à chaud. Alors attention, la loi qu'on désigne ici, hein, c'est la loi qui va s'appliquer au cas de divorce, c'est-à-dire divorce par consentement mutuel, divorce pour faute, etc. Tout ce qui est effet du divorce, donc les effets patrimoniaux du divorce, les questions de garde des enfants, les questions d'obligations alimentaires, ce sont d'autres textes, d'autres règlements, d'autres conventions qui s'appliquent à tout ça. Et alors comme le temps tourne déjà et que je vous ai déjà assommé avec plein de listes, je vais vous en dispenser ce soir. Je voudrais, avant de terminer sur les séparations, parler d'un cas particulier, c'est le cas particulier du divorce conventionnel. Alors vous savez que ce divorce conventionnel, c'est le divorce sans juge, c'est un peu une nouveauté dans notre système juridique français. C'est le divorce, quand on s'entend bien, un divorce rapide. Chacun des époux prend un avocat, on fait un acte contresigné par les avocats, on le dépose chez le notaire qui les dépose au rang de ses minutes et qui lui donne sa force exécutoire. Alors c'est très tentant ce genre de divorce parce que c'est un divorce rapide, on peut penser qu'il est moins cher d'ailleurs, mais à l'international il pose un problème. Il pose un problème, on va dire pour l'instant, parce que les questions sont peut-être en train de se régler, mais il pose un problème dans la mesure où pour beaucoup de pays étrangers, pour qu'il y ait divorce, il faut qu'il y ait juge, ou en tout cas autorité. Et le fait de déposer au rang des minutes d'un notaire, ça ne suffit pas pour beaucoup de pays pour considérer qu'il y a effectivement divorce. Donc le risque, si vous êtes expatrié ou si vous avez une vie qui vous amène à séjourner dans des pays divers et variés, le risque c'est que peut-être que là où vous vivrez un jour, vous vous retrouverez dans un pays où on ne considérera pas, on n'acceptera pas de considérer que vous êtes divorcé, parce qu'un divorce sans juge, ça n'est pas un divorce dans ces pays-là. Donc, si vous avez une vocation internationale, si vous êtes des expatriés, eh bien, on va vous conseiller, peut-être, même si c'est un peu plus long, de passer par un divorce judiciaire par sécurité, parce que ce divorce-là, il a beaucoup plus de chances de circuler que le divorce sans juge. Voilà ce que j'avais à dire rapidement sur la séparation, j'allais dire volontaire, parce que maintenant, malheureusement, il y a d'autres séparations qui sont un peu plus définitives, et je vais te repasser la parole pour parler des successions. Effectivement. Donc, le deuxième mode donc, de dissolution, hein, donc, effectivement, donc, c'est le décès. Hein, donc, le décès. Et on va voir qu'effectivement, dans le cadre du décès, on a un certain nombre de règles qui vont évidemment trouver donc, à s'appliquer. Et effectivement, la situation aussi va devoir être portée donc, à la connaissance, hein, donc, d'un couple qui souhaite donc, s'expatrier. Donc on a deux phases. On a la première phase, en fait, qui était donc, avant le 17 août donc, 2015. Alors, avant le 17 août 2015, c'était avant l'entrée en vigueur donc, du règlement donc, succession. Donc ça concerne en fait tous les décès, hein, bien évidemment, qui ont eu lieu donc, avant cette date. Donc c'est vrai que bon, au jour d'aujourd'hui, le temps passant, on est quand même relativement confronté de moins en moins donc à cette situation. Mais effectivement, donc avant donc le 17 août donc 2015, en France, en fait, les règles donc qui s'appliquent aux successions internationales, en fait, ne sont pas les mêmes pour des biens meubles. Donc biens meubles, c'est donc un compte bancaire, enfin des comptes bancaires, donc des parts de société, des œuvres d'art, donc du mobilier. Donc pour en fait donc ces biens meubles. Donc, on a la règle en fait donc du dernier domicile du défunt donc qui s'applique. Donc, et pour les biens immobiliers, hein, donc pour lesquels donc on va se référer cette fois-ci donc à la loi du pays donc dans lequel donc ces biens donc sont situés.
Et donc, dans ce dernier cas, en fait, la loi française donc, peut renvoyer à l'application d'une loi étrangère si effectivement les biens donc, sont situés donc, à l'étranger. Donc ça, c'était pour les décès donc, qui sont intervenus avant donc, le 17 août donc, 2015. Ensuite, donc, on a eu ce règlement donc, succession donc, qui est intervenu donc, le 17 août, qui est rentré en vigueur donc, le 17 août donc, 2015. Donc ce règlement en fait européen, il a donc une vocation universelle. Donc le critère de vocation universelle, en fait, ça veut dire qu'il s'applique, en fait, il s'impose donc à tous les pays signataires et autres en fait. Donc les pays signataires en fait donc du règlement européen. Pour l'instant donc nous sommes 27 donc dans l'Union donc européenne. Il y en a 24 au jour d'aujourd'hui donc qui l'ont signé. Donc on en a deux qui ne l'ont pas ratifié, le Danemark, l'Irlande, donc ils ne l'ont pas ratifié, et le Royaume-Uni non plus. Donc au total, donc 3 pays pour lesquels donc, ce règlement donc, succession donc, ne s'applique pas. On parle donc de succession internationale, donc à partir du moment en fait où on a un élément d'extranéité, donc dans une succession, soit des biens donc situés à l'étranger, une résidence habituelle du défunt donc à l'étranger, et des biens situés en France. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait pour ces décès qui ont eu lieu donc à partir donc du 17 août 2015 et donc à partir donc de l'entrée en vigueur donc de ce règlement donc succession. Mais depuis son entrée en vigueur donc à ce règlement donc succession, donc on a la règle en fait est la suivante, c'est que l'ensemble de la succession donc du défunt, donc biens mobiliers et immobiliers en fait est régi en fait donc par le droit d'un seul et même État. Donc en clair, on n'a plus de morcellement. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que, effectivement, pour les décès qui étaient intervenus avant le 17 août 2015, on avait une règle différente selon les biens mobiliers et les biens donc immobiliers. Ce règlement succession, en fait, indique qu'effectivement, on applique une seule et même règle. Il y a une uniformité. Donc, on abandonne donc le morcellement. Effectivement, vu donc nous de notre droit, vu de notre point de vue à nous. Donc, les biens donc du défunt, donc mobilier et immobilier, donc ne seront plus à l'avenir donc scindés en fait en deux ensembles. Ils seront régis donc par une seule et même loi donc applicable. Et cette loi en fait applicable sera celle de l'État dans lequel le défunt en fait donc avait donc sa résidence habituelle donc au moment donc de son décès, ou celle de la nationalité donc du défunt. Donc, s'il l'avait désigné donc avant son décès comme loi applicable donc au règlement donc de sa succession. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait un choix de loi. Donc ça aussi, ce sera à voir avec vos conseils respectifs quand je m'expatrie. Donc évidemment, je ne compte pas mourir, mais bon, des fois, le terme arrive de toute façon. Donc, et des fois, donc, le décès n'arrive pas forcément, je dirais, dans l'ordre de l'état civil. Donc, effectivement, il faut mieux anticiper et se dire, avant de partir à l'expatriation, si jamais voilà, je décède, quelle règle en fait, va s'appliquer parce que je vais dans tel pays. Et effectivement, est-ce que je peux effectuer donc, un choix de loi parce que je ne compte pas en fait, appliquer la loi en fait, donc, de mon dernier donc domicile. Donc on a cette possibilité donc de choisir donc sa loi applicable, donc ce qu'on appelle en fait une professio, donc iuris. Elle doit être désignée donc de façon donc explicite, donc dans le cadre de dispositions donc de dernière volonté. Donc on pourra utiliser donc l'outil donc du testament. Donc tout à l'heure Pierre reviendra donc sur ça. Donc le choix donc de loi donc peut être respecté ou pas, cela dépend en fait donc du pays de réception, c'est-à-dire de votre pays donc d'accueil, notamment donc pour les pays hors règlement européen, puisque effectivement on aura peut-être une difficulté donc d'application par rapport à ce pays donc d'accueil qui n'aura pas forcément donc signer donc ce règlement, donc et ça va dépendre aussi si dans le droit interne donc de ce pays il connaît le choix de loi, puisque tous les pays ne connaissent pas dans leur propre droit interne le choix de loi en fait donc dans leur propre donc législation. Donc ça c'est, je dirais, un point qui est relativement voilà donc important. Qu'est-ce qui peut se passer lorsqu'on a en fait des systèmes qui
qui ne préconise pas en fait le principe d'unité, puisqu'effectivement l'ensemble des pays dans le monde ne pratiquent pas, je dirais, forcément la règle que nous on connaît. Donc en fait, on a deux grands principes. On a un principe donc d'unité, donc de la loi donc successorale, donc avec donc la loi nationale, donc nous, donc où, effectivement on connaît cette unité donc de la succession. Et puis on a un principe donc de morcellement, c'est-à-dire qu'on a un principe de morcellement de la loi successorale. Donc exemple par exemple dans le Royaume-Uni. Et donc effectivement, on va avoir une difficulté d'application quand on va avoir en fait deux systèmes différents qui vont s'affronter. Donc, et là effectivement, il va falloir déterminer en fait donc la loi donc qui va être applicable. C'est ce que nous techniquement on appelle donc le renvoi. Et donc si effectivement la loi donc de l'État tiers donc est déclarée applicable, il faudra se poser la question à quel titre en fait cette loi est-elle déclarée donc applicable. Donc, alors certainement pas, au terme des articles 21 donc, et 22 donc, du règlement. Donc, elle sera peut-être déclarée au titre donc, de la dernière résidence habituelle donc, du défunt. Donc, la question que peut se poser à ce moment-là le renvoi, en fait, la question du renvoi, c'est-à-dire les systèmes donc différents, c'est que dès que le défunt a sa dernière résidence dans un État tiers, c'est-à-dire un État qui ne connaît pas en fait l'unité, le principe d'unité, il faudra donc déterminer le système en fait donc qui va s'appliquer. Donc là aussi, forcément, on peut avoir des surprises, je dirais. Quant à l'application donc de ce qui peut se passer donc dans le cadre donc du règlement donc d'une succession. Alors écoutez, on va essayer d'éviter les surprises en anticipant. Alors les outils d'anticipation, vous savez, c'est quand on organise sa succession et qu'on va voir le notaire. Il y a plein d'instruments et vous les connaissez, ils sont classiques, ils sont affichés ici. La difficulté avec l'international, c'est que les outils traditionnels, le testament, la donation, etc., ils sont un petit peu interpellés par le fait qu'on va traverser une frontière. Tu le disais il y a un instant, comment est-ce que ça va être compris à l'étranger? Est-ce que ça va être respecté? Est-ce que ça va être suivi à l'étranger? Et on va se rendre compte que les outils les plus classiques, les plus sûrs pour nous, les juristes français, franco-français, j'allais dire, eh bien, ils sont fragilisés par la traversée des frontières. Et donc, c'est pas forcément grave. Le tout, c'est de le savoir, de le prendre en compte et de s'organiser de manière à réduire au maximum les frottements possibles. Alors, on va prendre l'exemple le plus simple. Le plus simple pour organiser sa succession, c'est de faire un testament. Alors, le testament, a priori, c'est un outil qui voyage plutôt bien, mais pas toujours. Si je regarde les règles françaises de forme pour vérifier si un testament est valable, on va se rendre compte que le droit français est très accueillant. En gros, mon testament, il est valable s'il est rédigé dans la forme que permet la loi de ma nationalité quand je l'écris ou quand je décède, ou la loi de mon domicile quand j'écris ou quand je décède, ou la loi de ma résidence, qui n'est pas toujours pareil, quand j'écris et quand je décède. Ça fait quand même 2 fois 3, 6 critères. Donc 6 critères qui font qu'en général, il faut quand même faire exprès pour faire un testament qui ne soit pas valable dans la forme, du point de vue français. Mais en disant ça, je n'ai pas tout réglé, parce que si le français et le droit français est très accueillant, le droit de l'autre pays où j'ai des biens, où je vis, il n'est peut-être pas si accueillant que ça. Donc il faut faire attention à ça. Et puis surtout, en matière de testament, il n'y a pas que la forme, il y a aussi le fond. Donc si je prends des dispositions dans mon testament qui sont valables du point de vue français, mais pas valables du point de vue du droit étranger, qui pourraient s'appliquer parce que ma résidence habituelle n'est pas forcément celle que j'avais pensée, ou alors je n'ai pas intégré le fait que ce n'était pas le droit français qui s'appliquerait à ma succession, je peux avoir des surprises. Donc ça veut dire qu'au moment de m'expatrier, je dois me poser la question du droit qui pourrait être applicable à ma succession, du point de vue du droit français, parce que je suis français et que j'ai des biens en France, peut-être des biens immobiliers en France, et puis du point de vue des autres pays où j'ai des intérêts, soit parce que j'y vis, soit parce que j'y ai des biens immobiliers. Et le règlement européen, si on a parlé, nous a donné une belle avancée, un bel outil, puisque ça permet, dans le testament, en particulier dans le testament, de désigner la loi applicable. J'ai réfléchi à mon testament, à mes volontés, je les ai organisées par rapport à un système juridique,
eh ben, j'écris noir sur blanc que c'est dans ce système juridique que je veux que ma succession soit réglée. C'est-à-dire que je peux choisir la loi de ma nationalité pour régler mon testament. Attention, c'est une sécurité, mais ce n'est pas une sécurité absolue. Tu le disais, tous les pays ne reconnaissent pas aux futurs défunts, aux testateurs, la faculté de choisir sa loi. Donc, le conseil que je donne à ce stade en premier lieu, mais je vais le répéter chacun des points, c'est que quand je fais quelque chose, je regarde avec mon notaire en France et avec le juriste local, un notaire ou l'équivalent local, ce que je fais. Et est-ce que ça va marcher dans les deux pays? Est-ce que vous allez comprendre ce que je vais faire? Est-ce que je fais en France? Est-ce que ce sera efficace là-bas? Est-ce que ce que je fais là-bas, ce sera efficace en France? Il faut toujours le faire en harmonie avec tous ces conseils. Alors d'ailleurs, à propos du testament, il y a une question qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'il faut un testament ou plusieurs? Un testament pour le monde entier ou un testament dans chaque pays? Alors depuis le règlement, on aurait été tenté de se dire, puisque l'idée c'est qu'on a une seule loi qui s'applique à la succession, eh bien on va faire un seul testament qui va s'appliquer à toute la succession. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça parce qu'à l'étranger, on ne va pas forcément suivre le règlement européen, on va peut-être suivre d'autres lois, et puis tu as évoqué le renvoi. Même avec le règlement européen, si le règlement européen désigne une loi applicable qui, elle, n'est pas unitaire mais séparatiste et va dire mais on va appliquer la loi de la résidence pour les meubles et la loi de situation pour les immeubles, par exemple, c'est un grand classique, ou la loi de la nationalité et la loi de la situation, eh bien je vais avoir plusieurs systèmes juridiques qui vont s'appliquer. Et donc, il est peut-être quand même encore sage de faire deux testaments, enfin un testament dans chaque pays, mais là, il est plus que jamais nécessaire d'harmoniser les testaments que je vais rédiger, que mes conseils dans les différents pays se parlent ensemble, parce que c'est peut-être pas bien d'avoir un testament qui ne sait pas ce qui se passe à côté, mais c'est encore pire d'avoir deux testaments qui se contredisent. Alors voilà pour le testament. Dans le testament, je peux être tenté d'utiliser un outil qu'on aime bien en France, soit par testament, soit par donation d'ailleurs, c'est le démembrement de propriété. Le démembrement de propriété, l'usufruit, la nue propriété, c'est très utilisé et c'est même plutôt pas mal d'un point de vue fiscal, parce que lorsque je transmets la nue propriété, la fiscalité, elle est prise sur la valeur de la nue propriété, pas sur la valeur de l'usufruit. Et le bien, la valeur du bien, elle est répartie entre la valeur de la nue propriété, la valeur de l'usufruit. Et quand l'usufruitier décède, son usufruit s'éteint. Il n'est pas transmis, il s'éteint. Donc il n'y a pas de fiscalité sur la valeur de l'usufruit. Transmettre en nue propriété, c'est faire une économie d'impôt en réduisant l'assiette de l'impôt, en ne prenant la taxe que sur la valeur de la nue propriété. Alors c'est très bien, on n'arrête pas d'en faire, les notaires français, avec nos clients franco-français. Le problème, c'est que le démembrement de propriété, l'usufruit nue propriété, c'est pas connu partout. Et notamment nos amis anglo-saxons, les Britanniques, les Américains, ils ne connaissent pas. Ça veut dire que si vous organisez un démembrement de propriété, fiscalement, en Angleterre, aux États-Unis, au décès de l'usufruitier, l'impôt successoral sera pris sur l'intégralité de la pleine propriété. Alors que moi, j'avais calculé que l'usufruit s'éteignait, qu'il n'y aurait pas d'impôt. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, on se parle entre juristes des deux pays. On n'utilise peut-être pas le démembrement, on utilise d'autres solutions. Je ne vais pas tout dire, mais on peut, vous en parler à votre notaire, utiliser le legs des résiduaux. Je laisse le bien que je transmette à mon conjoint, sa vie durant, à charge pour lui de le donner ensuite à mes enfants. C'est un peu comme l'usufruit, pas complètement, mais ça peut parfois répondre aux soucis que j'avais. Alors j'ai dit, le démembrement, on peut le faire par testament, on peut le faire aussi par donation, on parle d'anticipation. La donation, c'est un outil évidemment privilégié pour la transmission. Alors en matière internationale, on peut se poser la question de la loi qui va s'appliquer à la donation. Et alors là, c'est extraordinaire, parce que la donation, juridiquement, c'est un contrat. Et en matière internationale, le contrat, c'est la liberté. On peut choisir la loi qui va s'appliquer au contrat. Alors c'est extraordinaire la liberté, mais parfois on a un peu l'embarras du choix. En réalité, c'est un faux problème, parce que la donation, c'est une avance sur la succession. Donc,
dans 99,9% des cas, on va vous conseiller, même presque vous obliger, de choisir pour régir votre donation la loi qui régira votre succession. Sinon, vous allez créer un hiatus qui va poser des problèmes. Donc en général, forme et fond, on va appliquer la loi applicable à votre succession à la donation que vous allez consentir. Avec une grosse exception. La grosse exception, c'est les biens immobiliers. Parce que dans à peu près tous les pays du monde, les biens immobiliers font l'objet d'une publicité foncière. Et les règles de la publicité foncière font en général que si vous voulez aller voir le service de la publicité foncière avec un acte étranger, il risque de ne pas le comprendre, de ne pas savoir quoi faire avec. Donc, le conseil pratique, c'est d'aller voir pour la donation d'un bien immobilier le notaire ou l'équivalent local de l'endroit qui va faire l'acte dans la bonne langue, avec les bonnes déclarations fiscales, avec les bonnes déclarations nécessaires à l'efficacité de l'acte, c'est-à-dire à sa publication auprès de la publicité foncière locale. Alors ça, c'est la donation en général. Maintenant, on a un bel outil dont on est très fier en France, c'est la donation partage. La donation partage, c'est la donation où on réunit tous les enfants de la famille et le donateur réunit tous ses héritiers et il leur donne la même chose à chacun. On arrête l'égalité le jour de la donation. Ça évite, la donation partage, ça évite de devoir refaire les calculs au moment de la succession, comme dans une donation ordinaire, pour voir ce qu'est devenu, ce qui a été donné. Non, on part tous avec un compteur à zéro, on a tous reçu la même chose, on est égaux, et ça irait bien comme ça. Alors ça, ça ne s'exporte pas toujours très bien. Ça ne s'exporte pas toujours très bien parce que cet accord de famille-là, c'est ce qu'on appelle un pacte sur succession future. Et en principe, ce n'est pas permis, les pactes de succession future. C'est une règle morale qu'on a héritée des Romains. C'est pas bien de contracter sur sa mort. Alors là, en France, on admet la donation-partage. C'est une exception à l'interdiction des pactes sur succession future, mais tous les pays n'ont pas accepté cette exception. Et des gens très proches de nous, comme les Italiens, ils ne veulent pas. Donc, la donation-partage, c'est un acte qui est dangereux, parce que si je m'expatrie, il n'aura pas forcément l'efficacité que j'en attendais. Et puis, c'est aussi un acte compliqué. C'est un acte compliqué. Là, je n'ai pas de solution, j'ai juste un problème à soulever. Mais je l'ai dit, la donation-partage, c'est une donation dans laquelle on considère que tout le monde a la même chose. Mais si mes donataires vivent dans des pays différents, ils vont peut-être être assujettis à des fiscalités différentes. Donc je peux donner la même chose à chacun de mes enfants en brut, mais en net, une fois qu'il aura payé l'impôt sur les successions ou sur les donations, il aura moins, celui qui est parti, que ceux qui sont restés. Par exemple, à moins que ce soit l'inverse, celui qui est parti aura peut-être plus en net que ceux qui sont restés. Comment je fais pour respecter cette égalité ? Je n'ai pas de réponse à la question, il faut juste que le donateur y pense, qu'on se mette d'accord sur ce qu'est l'égalité. Est-ce qu'on raisonne en brut ou en net ? Troisième difficulté pratique, là encore je ne fais que l'énoncer, je ne vais pas la régler devant vous parce qu'on n'aura pas le temps, c'est lorsque le donateur a un patrimoine dans différents pays, il peut être tenté de faire une donation-partage en donnant à chacun des biens dans des pays différents. Et ça, c'est compliqué parce que les différents pays n'ont pas forcément les mêmes règles, notamment d'évaluation. Il y a des pays dans lesquels, comme en France, on se réfère à la valeur vénale, c'est-à-dire la valeur de marché aujourd'hui du bien que je donne. Mais il y a beaucoup de pays qui se réfèrent à une valeur cadastrale, une valeur théorique, une valeur administrative, qui n'est pas la valeur du marché. Alors, comment je compte ? Quelle valeur est-ce que je prends en compte ? Et puis, il y a une fiscalité qui est aussi assez compliquée. Une donation-partage avec des biens dans différents pays. Le droit français, le droit fiscal français considère qu'on va prendre l'impôt sur le droit de partage sur tous les biens dans le monde entier, dès lors qu'ils figurent dans l'acte passé en France. Alors il y a des solutions pour essayer de régler ces difficultés. Je vous renvoie à votre notaire pour rentrer dans les détails. Dernier cas particulier que je voudrais évoquer, qui n'est pas dans la liste de la slide, c'est la donation entre époux. La donation entre époux, c'est comme la donation-partage, c'est aussi un pacte sur succession future. À la donation entre époux, il n'y a rien de plus classique. On va chez le notaire et on se donne mutuellement tous les biens, sauf les droits des enfants. Et ça, c'est l'outil le plus banal, je dirais, pour les Français qui restent en France.
mais si vous allez en Italie encore, ils ne vont pas vouloir la prendre en compte. Donc, quand on est un expatrié, plutôt que la donation entre époux, il vaut mieux faire un testament, avec ce que je disais tout à l'heure, en ayant regardé quels étaient ses effets là où je vais, mais il y a fort à parier, en tout cas, que la donation entre époux ne suffira pas. Alors, je crois que j'ai beaucoup parlé, nous avons beaucoup parlé, et si on veut laisser un peu de place aux questions, je vais accélérer. Sur les institutions étrangères, on devait vous parler du trust. Le trust, c'est un outil qui existe dans beaucoup de pays étrangers, mais pas chez nous. Le trust, ça n'existe pas en droit français. Alors, à nous, notaires, ça nous pose des problèmes parce que il peut y avoir des trusts dans les successions. On l'a dit tout à l'heure, le règlement européen donne la parole à des droits étrangers. Donc, je peux, moi, juriste français, considérer que le droit d'Angleterre et du Pays de Galles s'applique à la succession. J'ai des origines périgourdines, alors je sais de quoi je parle. Hein. Des Anglais qui ont une maison en Dordogne, ça existe. Hein. C'est pas une vue de l'esprit. Je pense qu'il y en a chez toi aussi quelques-uns. Bon, et ben, chez eux, ils ont organisé une succession avec le sollicitor et ils l'ont fait comme font tous les Anglais. Ils ont fait un trust et ils ont le droit. Et puis comme c'est là-bas qu'ils vivent, ils ont juste une résidence secondaire en Dordogne. Ben, ils ont fait un trust. Il est valable et dans ma succession, c'est le trust qui doit être propriétaire du bien immobilier situé en France. Alors pour nous les notaires, ça pose quelques difficultés pratiques qui sont a priori en passe de se résoudre. Mais voilà, je vais m'arrêter là peut-être pour le trust, pour dire un mot des conséquences fiscales de la succession. Je repasse la parole. Et aussi rapidement hein, donc des particularités donc liées donc à certains pays où effectivement donc on a le règlement de succession en fait donc qui implique des lois d'État donc hors donc de l'Union donc européenne donc du fait donc de caractère universel donc du règlement, la loi applicable peut être donc également celle d'un État tiers donc à l'Union européenne, ce que donc tout à l'heure donc j'évoquais. Donc, lorsqu'un ressortissant donc européen donc il décède ou lorsqu'une personne donc réside dans l'Union européenne, donc elle a pu donc faire un choix de loi, hein, donc et donc éventuellement la loi donc de sa nationalité, comme je l'évoquais donc tout à l'heure. Et donc ça peut être une loi en fait choisie qui soit une loi hors donc de l'Union européenne. Donc, et donc dans ce cas-là, en fait, il faudra vraiment être prudent, puisque lorsque l'on réside donc dans un pays dans lequel en fait donc la législation interne donc de ce pays en fait donc se relève discriminatoire en fait pour l'un donc des héritiers. Exemple, donc on peut l'exemple que je vais prendre pour que ce soit illustré, en l'occurrence par exemple donc le Maroc. Donc je choisis en fait la loi de ma nationalité, donc qui est donc marocaine, et donc le principe en fait donc la loi applicable donc aux successions donc au Maroc, c'est la loi nationale du défunt. Donc j'ai fait ce choix de loi, je suis marocaine, je choisis en fait donc ma loi donc nationale. Mais attention, parce qu'effectivement, il y a de multiples choses si effectivement j'effectue donc ce choix de loi. Si le défunt, par exemple, est d'une nationalité autre, de nationalité autre que la loi marocaine, on va appliquer la loi nationale du défunt. Donc je suis française, je vis au Maroc, on va appliquer donc ma loi nationale. Sauf que si j'ai un de mes héritiers qui est lui-même marocain, à ce moment-là, en fait, donc je suis mariée avec un Marocain, à ce moment-là, on va appliquer donc à nouveau donc la loi marocaine. Donc ça, c'est la première chose. Mais dans cette loi en fait marocaine, on a un principe, par exemple, donc de discrimination en fait du point de vue de l'ordre juridique français, à savoir en fait que en application de la loi marocaine, un non-musulman en fait ne peut hériter en fait donc d'un musulman. Donc ça veut dire qu'effectivement j'ai ce principe en fait donc qui est inscrit hein, donc dans la loi marocaine, qui ne pose aucun problème hein, dans l'application de la loi marocaine, puisque bon l'État, le Maroc est un État souverain. Voilà, ça fait partie de sa législation donc interne. Mais c'est vrai que en France, en fait, pour nous, hein, du point de vue donc de notre ordre juridique français, donc ça constitue donc un élément donc de discrimination. Donc ça veut dire que effectivement, si je dois régler moi une partie de la succession donc d'un Marocain hein, ou
d'un défunt qui est donc français mais qui a des héritiers marocains, à ce moment-là je vais devoir en fait scinder donc la succession. Donc ça veut dire qu'en fait en France en fait je ne pourrais pas respecter en fait ce principe donc qui est en vigueur en fait donc dans la loi marocaine, et je vais devoir régler en fait donc cette succession sur les biens situés en France selon en fait donc la loi française. Donc techniquement, ça veut dire que sur les biens situés en France, je ne respecterai pas en fait donc cette discrimination selon notre ordre juridique français. Donc je ne le ferai pas respecter en fait sur les biens situés en France. Par contre, au Maroc, effectivement, ce sera donc respecté. Donc attention à certains pays, à certaines législations qui viennent effectivement contrarier donc notre ordre public. Donc effectivement, c'est un point sur lequel, avant de s'expatrier, c'est un point qu'il faut regarder avant de s'expatrier par rapport effectivement donc à la situation donc qui peut éventuellement donc intervenir. Sur les conséquences fiscales, toujours un principe. Effectivement, je m'expatrie. Donc lorsque je décède dans tel ou tel pays, se poser aussi la question de savoir si une convention fiscale a été en fait signée entre la France et ce pays d'accueil. Donc il y a des conventions fiscales au CDE donc, qui existent. Après, il n'y en a pas énormément non plus. Donc, je dirais qu'il y en a plus en matière d'impôt sur le revenu, beaucoup plus. Il y en a très peu en matière de donation, et il y en a quand même quelques-unes donc, en matière donc, de succession. Et effectivement, ces conventions fiscales évitent des doubles impositions. Et donc, typiquement, effectivement, on aura un certain nombre de choses à regarder, selon les règles de l'article 750, ter, du Code général des impôts. Donc rapidement sur ce point-là, parce qu'il y a une conférence qui a été faite donc ce matin et très bien faite, le réflexe est de se dire attention, je réside dans tel pays, je risque d'y mourir, si je puis dire. Quelle est la convention fiscale en vigueur, sachant que c'est toujours une photo à un instant T. Cette convention fiscale, à un moment donné, elle peut être aussi dénoncée. On a eu le cas de la Suisse, par exemple, qui a donc dénoncé une convention fiscale qui était en vigueur. Voilà. Donc, je pense que nous avons fait le tour de notre slide. Le parcours qui était prévu, donc il reste un tout petit peu de temps. Alors, il y a certains éléments sur lesquels on est passé assez rapidement, parce qu'on ne peut pas tout dire. On a essayé de synthétiser, sans trop schématiser aussi. Ouais. Et s'il y a un conseil à donner, généralement, je crois, pour ces matières-là, c'est vraiment chaque fois, pour le contrat de mariage, pour le testament, pour les donations, c'est quand on a des intérêts dans différents pays, de consulter évidemment les spécialistes de chacun des pays, mais de faire en sorte qu'ils se parlent entre eux. Il n'y a rien de pire que les dispositions qu'on a prises dans un pays qui sont incompatibles avec la loi d'un autre pays, ou qui sont incompatibles, c'est encore pire, avec ce qu'on a fait dans l'autre pays. Donc absolument, le principe, c'est coordonner. Et en plus, nous, on adore ça. Parce que ça veut dire qu'on va pouvoir échanger avec des confrères ou des juristes d'autres pays. On va comparer nos pratiques. Et c'est toujours très intéressant de faire des constructions qui sont faites pour marcher, pour tenir debout dans tous les pays qui vous concernent. Donc, et je dirais qu'effectivement, c'est le premier réflexe à avoir avec le deuxième réflexe qui est le réflexe de l'anticipation. C'est-à-dire, je pars à l'expatriation, je ne pars pas à l'aventure. Donc, j'anticipe, je m'en renseigne et donc j'essaye de balayer tout ce qui peut m'arriver patrimonialement et aussi extra-patrimonialement, mais là pour le coup ce sont d'autres intervenants, d'autres conférences qui ont eu lieu, mais on a ce réflexe, voilà, j'anticipe, je pense que c'est le maître mot, c'est vraiment la clé de voûte, je dirais, de votre réussite, de votre expatriation donc à l'international. Sachant que pour nous les Français, on a une difficulté supplémentaire, c'est que dans notre droit interne français, on a un droit qui est uniforme, je dirais de Lille en fait donc à Perpignan. En fait, c'est la même règle qui s'applique donc sur le territoire, mais c'est loin d'être le cas donc dans d'autres pays européens et hors Europe, où effectivement on a le système donc des États fédéraux. Donc en Europe, on peut avoir donc l'Allemagne, en Espagne, on a donc les provinces, donc pas très loin, donc on a la Suisse aussi avec donc les cantons, mais on a aussi les États fédéraux, donc tout simplement
notamment les États-Unis. Donc ces pays-là pratiquent déjà du DIP, hein, donc du droit international privé, en fait au quotidien. Nous, c'est pas du tout notre cas parce qu'on a un droit qui est uniforme sur tout le territoire, ce qui fait que nos concitoyens n'ont pas forcément ce réflexe en fait d'anticipation et de renseignement. Donc si Pierre et moi, nous avons un conseil donc à vous prodiguer, c'est allez voir votre conseil, allez voir donc votre notaire pour réussir donc votre expatriation et surtout éviter de mauvaises surprises. Alors on va se dire au revoir alors. Bah écoute, je pense, hein, voilà. Donc on va vous dire au revoir et puis au prochain salon S'expatrier Voilà. pour d'autres conseils.